Dans quel esprit j'avais conçu le cycle sur les paysans, en m'appuyant en particulier sur les écrits de l'historien américain Edward Thompson, et j'avais assisté un petit peu plus, enfin lui-même s'interroge sur le sens des révoltes paysannes, des résistances paysannes dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, et ça m'avait permis de dégager quelques thèmes qui figurent toujours ici. Donc ces thèmes que l'on va retrouver pendant tout ce cycle qui commence en l'an 1000 et qui s'arrête au XIXe siècle. Alors les thèmes étant les usages collectifs et les communaux, confrontés aux usages exclusifs et au marché, et autour en particulier de l'usage de la forêt. Et on le retrouve ici dans l'appropriation et les dépossessions, avec une définition de la propriété qui serait liée à ces usages. Et puis les deux autres thèmes, enfin les trois autres thèmes tournent autour de la politisation du monde rural, les communautés paysannes et la résistance paysanne dans une notion qu'on va être amené à définir, en particulier lors de la 4e séance, qui s'appelle l'économie morale de la foule et qui donne un sens en quelque sorte à tous les mouvements de révolte que les paysans ont suscité. Alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer le deuxième cycle, c'est m'expliquer aussi pourquoi j'ai choisi d'étudier les paysans à travers leurs révoltes. Alors, bien que les paysans ne passent pas leur temps à se révolter, mais en fait, pour connaître les paysans, on les connaît uniquement à partir de leurs révoltes, parce qu'ils apparaissent dans les archives quand ils se révoltent. Et ces archives, ce sont soit les archives policières, soit les archives judiciaires, soit des enquêtes qui ont été faites par les officiers du roi, soit ce qu'on appelle des lettres de rémission. Et ça a lieu très 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 souvent. Ce sont des lettres qu'accorde le roi, et c'est en quelque sorte une amnistie. Et quand le roi accorde son amnistie, il explique les raisons pour lesquelles il amnistie les paysans qui ont été condamnés, ou les révoltés qui ont été condamnés, et en expliquant les raisons pour lesquelles il les amnistie, il décrit en même temps la révolte de ces paysans. Alors, la plupart des témoignages sont des témoignages, du coup, à charge. Donc la lecture que l'on fait du monde paysan, c'est souvent une lecture à travers le filtre de la justice ou de la police. Donc il faut décrypter ce langage pour pouvoir ensuite reconstituer ce pourquoi les paysans se révoltent. Et ce pourquoi ils se révoltent, c'est souvent parce qu'on leur a imposé des coutumes, des usages qui n'étaient pas prévus par l'habitude, ou parce qu'on leur a retiré des privilèges parce que c'est une liberté qui n'appartient qu'à quelques-uns, donc on appelle ça privilège. Donc on leur a retiré ces privilèges, on leur a retiré des droits. Voilà. Donc à travers ce filtre-là, on peut redécouvrir et retravailler sur ce monde paysan. Ce que je voulais vous dire aussi, la dernière fois je voulais vous le citer et puis j'ai oublié, c'est le répertoire qui est utilisé dans ces archives policières ou judiciaires pour qualifier tous ces mouvements paysans. Et je vais vous les énumérer du plus simple au plus fort. Et tout ce vocabulaire va vous montrer la diversité des formes que peuvent prendre les refus et la résistance paysanne. Alors, tout ce vocabulaire, il a été inventorié par un historien qui s'appelle Nicolas, qui est un très grand historien de l'époque moderne et qui a fait une somme considérable sur la rébellion française. Et c'est un livre magnifique à lire. Il existe en livre de poche, donc il est dans la bibliographie des documents que je vous donne, et c'est vraiment un bonheur de lire ce type d'ouvrage. Alors voilà les termes qu'il a repérés dans ses archives. Ils ne sont pas sur les documents que je vous ai donnés, ces termes pour l'instant.
Alors, il y a d'abord, si on commence, c'est simplement une rumeur. La rumeur grandit et devient un bruit, un murmure dans le sens où les murmures, hein, vous savez cette expression, et le murmure c'est plus fort qu'un bruit, hein, c'est un bruit qui se répète et qui va pouvoir s'amplifier. Après, sensation, alarme, confusion, fermentation, effervescence, agitation, mouvement, émouvance, bourrasque, trouble, tumulte, désordre, tapage, bacchanal, carillon, mutinerie, effroi, commotion. Alors là, tant qu'il y a que ces termes-là, la peine qui va être encourue n'est pas très grave. Et après, fureur, rébellion, attroupement et assemblée illicite. L'attroupement et l'assemblée illicite, c'est vraiment quelque chose qui va susciter une répression sans commune mesure avec ce que les paysans ont fait. Carillon et le tocsin, en fait, les cloches, elles vont être utilisées pour ameuter les paysans en révolte. Souvent, elles sont utilisées quand les paysans viennent à la rescousse. La rescousse, c'est quasiment un devoir des paysans, c'est-à-dire quand quelqu'un est arrêté par la police, on sonne, enfin la police, on va dire police, hein, pour dire un terme moderne, on sonne les cloches du village et les paysans viennent à la rescousse, c'est-à-dire délivrent la personne qui vient d'être arrêtée. Mutinerie, effroi, commotion, fureur, rébellion, je l'ai déjà dit, excusez-moi, émotion populaire, émeute et sédition, et enfin les termes les plus connus, insurrection, révolte et soulèvement. Alors voilà, toute la gradation de ces termes qui montrent aussi toutes les facettes de ces révoltes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette séance? On se trouve au début de notre chronologie, autour de l'an 1000. Et là, on va voir comment se met en place un système de domination et d'exploitation qu'on appellera le système seigneurial et qui va se décomposer, excusez-moi, en deux types de seigneuries. La seigneurie domaniale, qui sera un pouvoir sur les terres, et la seigneurie banale, qui va être un pouvoir sur les hommes. Les deux se complétant, souvent le seigneur qui exerce le pouvoir dans la seigneurie domaniale va être le même que celui qui va exercer son pouvoir dans la seigneurie banale. Les deux se renforçant. Alors ce qu'on va voir, c'est la mise en place de cette seigneurie comme un système de domination et d'exploitation du monde paysan. Après avoir vu cette mise en place, on va le faire de manière générale, et après je vais l'expliquer à partir de deux exemples. Le premier exemple est l'analyse du polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'est un document qui recense, qui décrit avec précision une seigneurie et son fonctionnement. Et puis, dans un deuxième temps, j'expliquerai, donc là c'est la seigneurie domaniale qui se met en place, et dans un deuxième exemple, j'expliquerai comment, à partir d'un exemple, mais pour l'instant je ne dévoile pas trop, qui va nous permettre d'expliquer comment s'est mis en place la seigneurie banale. Puis, enfin, en troisième partie, je partirai d'un très très beau texte qui raconte la révolte des paysans normands en 996. Donc, vous voyez, on est juste au début de notre période, et qui peut très bien illustrer la résistance des paysans par rapport à ce système de mise en place de la seigneurie comme phénomène de domination et d'exploitation. Donc je reviens à comment, un petit peu de manière théorique, comment s'est mis en place le système seigneurial. Alors pour ça, il faut remonter à l'Antiquité, à la fin de l'Antiquité gréco-romaine, gallo-romaine, excusez-moi, à la fin de l'Antiquité gallo-romaine, au moment où s'est décomposé l'Empire romain. Donc on est en 476 après Jésus-Christ. À ce moment-là, il y avait une aristocratie gallo-romaine qui avait une richesse foncière très très importante. Cette richesse, chaque membre de cette aristocratie était à la tête d'une grande propriété qu'on appelait une villa. Les termes un peu compliqués, je les ai mis sur ce tableau. Donc la villa qui était exploitée par des esclaves. On était dans le système esclavagiste.
Alors, il faut bien savoir aussi que le système esclavagiste ne s'est pas écroulé avec le monde gallo-romain. Des esclaves, on en trouve jusqu'au 8e, 9e siècle en Occident. Et l'esclavage, la traite des esclaves va continuer à se perpétuer quand il y aura de nouvelles sources d'esclavage, en particulier quand on va réduire en esclavage les peuples slaves, d'où le nom de esclave. Parce que le terme qui sert à désigner esclave, c'est servus, ce n'est pas du tout esclave. Donc le mot esclave viendra du nouveau recrutement des esclaves à partir de la conquête, avec les Carolingiens, de la conquête des marges de l'Est de l'Empire carolingien. Alors ce système d'esclavage n'a jamais disparu en Occident. Il est réanimé quelquefois, puis après on le retrouvera dans les traites liées au commerce méditerranéen. Donc on trouve des esclaves en particulier en Espagne et en Italie, et puis on le retrouvera ensuite avec la colonisation, bien sûr. Alors cette villa gallo-romaine, elle était intégrée au circuit commercial, et donc c'était de très riches exploitations qui pouvaient vendre des surplus. Alors tout ce système-là, agro-pastoral, commercial, lié au système esclavagiste, disparaît avec l'effondrement de l'Empire romain, parce que les circuits marchands disparaissent aussi sous le poids victimes en quelque sorte des grandes invasions, et puis de l'éclatement de cet empire. Toutes les grandes routes sont coupées, etc. Donc il y a un nouveau système économique et social qui va pouvoir se mettre en place. Et dans ce nouvel système, c'est grossier ce que je dis, je vais faire 5 siècles en l'espace de 10 minutes. Dans ce nouveau système, les paysans vont avoir une brèche dans laquelle ils vont s'engouffrer, et des paysans vont pouvoir, en quelque sorte, s'approprier des terres, enfin, c'est même pas s'approprier, mais vont pouvoir exploiter là où les villas ont disparu, et vont pouvoir exploiter des terres, et ils vont l'exploiter sous la forme de... ils vont devenir des alletiers, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des terres qu'on appelle des alleux, qui ne vont dépendre d'aucune autre autorité que l'autorité qui va se reconstituer, qui soit l'autorité royale, soit l'autorité comtale, quand avec l'Empire, Charlemagne va diviser son empire en territoires qu'on appellera les comtés, qui seront en quelque sorte nos régions, et qui seront en fait les intermédiaires entre les administrés et l'empereur. Et bien là, il y a un espace de liberté pour ces paysans qui vont se constituer, donc qui vont devenir des alletiers. Et puis, à partir du 8e, 9e siècle, avec la réorganisation du pouvoir, avec la croissance économique, à l'époque des Carolingiens, la croissance économique, le renouveau du commerce, etc., l'aristocratie va vouloir reprendre possession des terres et va vouloir reprendre aussi sa domination sur le monde des petits, le monde des humbles. Et c'est ce processus qui va s'enclencher, qui va mettre en place la seigneurie. Alors c'est un processus qui est rapide dans certaines régions comme en Italie, plus lente en France, et en France c'est très inégal aussi, mais grossièrement c'est cette ligne qui se met en place avec la reconstitution d'une aristocratie, une synthèse de la vieille aristocratie gallo-romaine, parce que certains n'avaient pas disparu, avec les nouveaux arrivants, donc des grandes invasions. Donc on a une synthèse qui se fait avec l'aristocratie gallo-romaine et l'aristocratie franque. Je voudrais revenir sur ces paysans, ces alletiers. Ces paysans, ce sont des paysans qui sont libres. Et à cette époque, la liberté, ça voudra dire pouvoir avoir le droit de porter des armes. Et donc, s'ils portent des armes, ils peuvent avoir à faire un service militaire. Ce service militaire, c'est ce qu'on appellera l'ost. Quand se reconstitue le pouvoir comtal ou le pouvoir seigneurial, le comte ou le seigneur va pouvoir demander aux paysans de participer au combat, et il va, avec des règles très précises, c'est l'histoire du bon roi Dagobert qui ne se bat jamais en hiver,
eh bien, des règles très précises, mais les paysans devront répondre à l'ost. Et la deuxième liberté, enfin le deuxième signe de liberté de ces paysans haletiers, c'est le fait de pouvoir participer à des assemblées. Alors les assemblées, c'est ce qu'on appelle le plaid. Et le plaid, c'est d'abord l'assemblée, puis après ça va devenir la cour de justice seigneuriale. Alors ces paysans, ces haletiers, ils sont, dans certaines régions, ils vont être majoritaires, et on va voir que progressivement, ces haletiers vont être absorbés dans le système seigneurial. Dans certaines régions, des haletiers vont rester, mais majoritairement, les haletiers vont passer sous la domination et sous l'exploitation donc des seigneurs. Alors, autre chose qu'il faut, donc pour comprendre comment les choses se vont passer, les seigneurs qui reconstituent leur pouvoir veulent aussi reconstituer leurs moyens d'existence et leur rente. Alors pour cela, ils vont changer complètement la façon d'exploiter leurs terres en se rendant compte que le système esclavagiste n'est pas le meilleur système pour produire une rente seigneuriale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans un premier temps, ils vont ce qu'on appelle chasser des esclaves. C'est-à-dire qu'au lieu que ces esclaves soient des domestiques attachés directement à leur propriété, ces esclaves vont être chassés dans des tenures, ils vont être chassés dans des terres, donc ils vont devenir des petits paysans. Ces petits paysans vont s'installer sur ces terres qu'on va appeler les tenures. Alors c'est comme ça que se met en place ce système domanial. Le seigneur a des terres. Cette terre s'appelle le domaine. Il va partager sa terre en deux. Une partie s'appelle la réserve, que le seigneur se réserve et qu'il exploite en exploitation directe, demandant non plus à des esclaves d'exploiter cette terre, mais à des paysans qui sont chassés sur des terres de venir exploiter par des corvées la réserve du seigneur. Et puis ces petits paysans sur leur tenure vont pouvoir exploiter leurs petits bouts de champ pour leur propre famille dans le cadre d'une économie de subsistance, et ils devront payer des taxes au seigneur en échange de ces tenures. Alors donc le paysan casé sur ces terres, qui s'appelle pour l'instant un serf, un servus. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus précisément. Donc ces paysans doivent au seigneur deux choses: du travail, et on pense que c'est à peu près 3 jours par semaine sur la terre du seigneur, et d'autre part des taxes. Alors, au 9e, 10e, 11e siècle, le paysan sur ces tenures sera plus corvéable que taillable. C'est-à-dire que le seigneur va, pour dégager sa rente, va dégager du travail. Et puis progressivement, on verra la prochaine fois que les paysans vont se détacher de plus en plus, vont gagner sur les corvées, et le paysan va devenir plus taillable que corvéable. Mais de toute façon, il s'agit soit de tirer profit du travail, directement du travail des paysans, soit de tirer profit des produits du travail des paysans. Mais ce système-là, c'est bien un système d'exploitation qui permet aux seigneurs de vivre de ses rentes. Alors, je vous ai mis le nom qu'on donnait aux esclaves à cette époque. Quand c'est un homme, c'est servus. Quand c'est une fille, une femme, c'est ancilla. Et quand c'est l'esclave en tant que tel, comme principe en quelque sorte, on utilise le neutre, c'est-à-dire mancipium. Alors, mancipium, ça a donné émancipé. Donc, l'émancipation, c'est la sortie, au sens propre, c'est la sortie de l'esclavage. Et servus, qui désignait l'esclave, va devenir non plus esclave, mais serf, c'est-à-dire un paysan attaché à la terre du seigneur, parce qu'il a reçu une tenure, et devant, parce qu'il est attaché à cette terre, un certain nombre de travaux et un certain nombre un sens, quoi, livrer une partie de sa récolte ou payer des taxes au seigneur.
Alors, le mot serf il y a un glissement de sens. On dira le serf, c'est un ancien esclave qui a été casé sur une terre et qui n'est plus esclave. Alors, à quoi on voit qu'il n'est plus esclave? C'est qu'il a le droit de se marier, de fonder une famille, alors que les esclaves n'avaient pas le droit. Il a le droit d'avoir des terres, des biens. Alors, même si les biens ne sont pas la propriété totale, puisque la propriété éminente, directe, c'est celle du seigneur, et que le paysan n'a qu'un droit réduit sur la terre, qui peut toujours lui être reprise, mais il a le droit de la léguer à ses enfants. Donc, il y a le droit de succession et le droit de mariage qui fait la grande différence entre le servus et l'esclave. Et le servus va donner serf, et puis c'est un terme que l'on connaît maintenant dans le langage courant, la servitude et le servage, c'est ce qui caractérise dans une grande partie du Moyen-Âge le statut du paysan. En Occident, en France, parce que le servage va être réinstauré ensuite au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle dans l'Est de l'Europe. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui. Pour expliquer maintenant comment... Ah oui, autre chose aussi très... Oui. Pour expliquer comment s'est faite la seigneurie banale, maintenant le ban. Alors là, ça se passe au cours du 9e, 10e siècle, au moment de la décomposition à nouveau du pouvoir politique, sous le choc de la deuxième vague d'invasion. Alors, il y en a, celle qui est la plus connue pour la France, c'est les invasions normandes. Et là, le pouvoir central se décompose. Il s'est décomposé pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviens pas, parce que c'est beaucoup très complexe. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est que cette décomposition va permettre aux seigneurs locaux, qui avaient des domaines, des propriétés, ces seigneurs vont pouvoir accaparer les pouvoirs qui sont les pouvoirs normalement de l'État. Ces pouvoirs, c'est ce qu'on appelle le ban. Donc les seigneuries, ça va devenir une seigneurie banale. Alors quand on dit accaparer les pouvoirs, il y a deux pouvoirs qu'ils vont accaparer, c'est le pouvoir militaire et le pouvoir judiciaire. Les seigneurs vont avoir leur propre cour de justice et les seigneurs vont être aussi ceux qui vont être, quand je dis le pouvoir militaire, ce sont eux qui vont combattre et qui vont être à la tête d'une troupe qu'on appelle les chevaliers, enfin les cavaliers qui vont devenir les chevaliers. Ces seigneurs qui ont le pouvoir et qui ont le devoir d'exercer ce pouvoir militaire vont en quelque sorte opérer une espèce de chantage auprès des paysans. Ils vont leur dire, grossièrement, hein, je parle très très simplement, mais ces seigneurs vont dire je vous protège et en échange, vous êtes soumis à mon pouvoir. Donc il y a une sorte de contrat, hein, parce qu'on est bien aussi dans une société contractuelle, hein, il y a un contrat qui est passé entre les seigneurs et les paysans. Donc les seigneurs promettent de protéger les paysans contre des menaces qu'ils ont eux-mêmes provoquées, hein, parce qu'on est dans un climat d'une violence terrible qui fait dire à certains historiens qu'on est dans une époque de terrorisme seigneurial. Hein, donc un climat de violence qui contraint finalement les paysans à demander protection aux seigneurs. Cette demande de protection, elle va aller jusqu'à ce qu'on appelle la recommandation, c'est-à-dire qu'un paysan libre qui possède une terre, qui possède un alleu, va accepter de rentrer sous la domination du seigneur, va permettre à l'alleu de rentrer dans le domaine, donc il perd la possession réelle, éminente de sa terre, il noue des relations de domination avec le seigneur lui accorde protection et le paysan qui s'est mis en recommandation récupère son alleu, mais cette fois-ci sous forme de tenure. Voilà. Donc, par ce phénomène-là, il y a une partie des paysans libres alletiers qui ont été intégrés soit directement dans le système domanial, soit sous la forme de la domination militaire dans le système de la seigneurie banale. Alors,
autre chose que je veux dire, c'est que cette évolution s'est accentuée parce que les méthodes de combat ont changé aussi. C'est-à-dire que le paysan qui pouvait être un paysan soldat n'a plus pu faire participer à l'ost parce que pour combattre, tout le monde connaît, enfin c'est l'image qu'on a traditionnellement du Moyen-Âge, c'est les chevaliers. Mais un chevalier, ça veut dire des chevaux, ça veut dire une armure très chère, ça veut dire des entraînements, ça veut dire toute une éducation chevaleresque que les paysans ne pourront plus supporter. Si bien que va se faire très vite la différence entre, la différence entre les paysans qui ne vont plus avoir comme tâche que de cultiver, et puis les chevaliers qui vont s'intégrer dans la caste militaire et qui vont avoir pour seule fonction de combattre. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Voilà. Bon. Alors, maintenant, autre chose, c'est que les seigneurs... il faut toujours imaginer que la préoccupation essentielle, c'est quand même la constitution de la rente. Alors, même dans cette histoire de militaire, le paysan qui ne va plus participer au combat, il faudra qu'en échange, il participe d'une autre manière au combat. C'est-à-dire qu'il devra payer, donner de l'argent au seigneur pour que celui-ci puisse s'équiper, pour qu'il puisse fournir les armes des chevaliers qui vont combattre avec lui, pour réparer le château. Il y aura des travaux aussi qui seront faits. C'est-à-dire qu'en fait, le paysan qu'on pouvait appeler le paysan soldat du 8e, 9e siècle, ne va plus faire la guerre, mais va payer, va donner de l'argent au seigneur pour qu'il puisse la faire en son nom. Alors, j'insiste là-dessus parce que plus tard, on verra que quand les seigneurs ne vont pas faire leur boulot de défendre les paysans, eh bien les paysans vont se soulever. Ils vont dire qu'il n'y a plus aucune raison morale que la seigneurie existe, que la seigneurie banale existe, puisque ceux-ci sont incapables de protéger les paysans. Et ça va être un des éléments de remise en cause de ce système seigneurial. Bon, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a vraiment eu cette spécialisation militaire, où s'est mis en place une catégorie sociale de l'aristocratie, mais liée à la chevalerie et liée à cette histoire de combat, eh bien, la société elle-même, l'Église va théoriser ce partage des tâches dans la société avec la fameuse division de la société féodale en 3 ordres, ceux qui prient, les oratores, ceux qui combattent, les bellatores, et ceux qui travaillent, les laboratores. Alors, si je vous donne ça, c'est parce que j'ai une idée aussi derrière les têtes, c'est que laboratores, c'est à l'origine de 2 mots en français. Labeur, le travail, mais aussi laboureur. Et laboureur, ce sont les paysans qui avaient un statut un petit peu particulier parce qu'ils pouvaient labourer, c'est-à-dire qu'ils possédaient une charrue et ils étaient un tout petit peu plus riches que ceux qui n'avaient que leurs mains que leurs bras, qu'on appelait les brassiers ou les manouvriers pour cultiver leurs champs. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la mise en place de la seigneurie, elle se fait à peu près entre le 9e siècle et le 11e siècle. Cette mise en place de la seigneurie, qui s'inscrit dans un ordre qu'on va appeler l'ordre féodal, va être théorisée et reconnue comme telle et reconnue comme valable par une institution fondamentale qui est l'Église, et qui va mettre en place cet ordre qui est l'ordre féodal, qui ne disparaîtra qu'avec la Révolution française. Bon, donc maintenant que je vous ai dit ça sur le plan théorique, on va essayer de le voir un petit peu sur le plan pratique à partir de 2 exemples. Donc d'abord l'exemple du fonctionnement d'un domaine, ce sera le document 1, et après on verra un petit peu plus tard comment s'est mis en place la seigneurie banale.
Alors le document 1, c'est un extrait du polyptyque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui a été rédigé entre 811 et 829. Donc c'est à l'époque carolingienne et c'est à l'époque d'une grande remise en ordre du système économique et social. Et aussi bien le roi lui-même, puis ensuite l'empereur, va demander à ce qu'il y ait de grandes enquêtes qui soient faites dans son empire, mais à tous les niveaux, et donc au niveau même des domaines, il y a des enquêtes qui vont être faites pour savoir exactement comment fonctionnent ces domaines. Et les maîtres des domaines, les seigneurs, vont demander à ce qu'il y ait ces enquêtes qui soient faites, donc par des hommes qui sont payés par ces seigneurs. Là, la seigneurie est une seigneurie ecclésiastique. Cette abbaye de Saint-Germain-des-Prés, c'était un des plus grands propriétaires terriens, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Et le polyptyque qu'on va étudier concerne qu'une toute petite partie des propriétés de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, c'est le domaine de Villeneuve-Saint-Georges. Le domaine de Villeneuve-Saint-Georges, c'est un des 24 grands domaines que possédait cette abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Alors, pourquoi est-ce que le seigneur ecclésiastique veut avoir une enquête précise? Et qu'est-ce qu'il veut savoir? C'est combien lui rapportent ces terres, quels sont les hommes qui sont sur les tenures, et qu'est-ce que chacun d'entre eux doit faire. Alors l'enquête, elle se fait par famille, parce que, en fait, on va dire quasiment tout le temps, on n'a pas d'exemple, en tout cas dans ce polyptyque, d'un inventaire où ce sont des célibataires qui sont sur les tenures. C'est toujours une cellule familiale qui détient une tenure. Voilà. Donc, je vais lire petit à petit, paragraphe par paragraphe, ce texte. Ça va pour l'instant? Donc, il y a à Villeneuve-Saint-Georges un manse de maître. Alors, le manse de maître, c'est donc la réserve qui sera exploitée en faire-valoir direct par le seigneur, avec habitation et autres bâtiments en suffisance. Là, on est à l'époque où le seigneur vit encore sur sa terre, on n'est pas encore dans le contexte de la châtellenie, où il sera dans son château. Alors, on décrit sa propriété, 172 bonniers de terres arables qui peuvent être ensemencés à 800 muis. Il y a 92 arpents de vignes où l'on peut récolter 1000 muis, 166 arpents de prés où l'on peut récolter 170 chars de foin. Alors vous voyez, c'est bien, on veut bien savoir comment fonctionne, ce que ça nous rapporte. Il y a 3 fariniers, c'est-à-dire des moulins, dont le sens rapporte 85 muis de grains. Un autre n'est pas ascensé. Il y a un bois de 4 lieues de tour où peuvent être engraissés 500 porcs. Donc on a l'inventaire de ce que produit cette réserve. Il y a 3 activités. On voit la céréaliculture, la vigne et l'élevage. Et l'élevage de porcins et l'élevage de bovins, puisqu'on a parlé de prés. Il y a 4 moulins, 3 qui sont ascensés. 3 qui sont ascensés, ça veut dire que le moulin, c'est comme une tenure. Il y a un paysan qui est chargé du moulin. Et il est chargé des relations avec les paysans. C'est lui qui va moudre le grain, il fait payer les paysans, et il y a une partie de ce que ça lui rapporte qui va être donnée au seigneur, comme une tenure, quoi. Il y a une part de son travail qui va au seigneur. Les paragraphes suivants vont décrire les manses ou tenures, donc tenues par les tenanciers. Là, on va faire une liste de paysans. Pour chaque paysan, on va avoir son statut juridique et ses obligations. Vous allez voir, c'est très complexe, mais ça donne une image vraiment, à mon avis, très juste de ce qui est en train de se mettre en place. Actard, colon et sa femme colonne. Alors les colons et les colonnes, ce sont des hommes et des femmes libres qui sont installés et qui se sont installés selon leur propre volonté sur les tenures. Donc ce sont des gens qui peuvent venir et partir. Ils sont libres. Bon, une fois qu'ils ont leur terre, c'est bien évident qu'ils vont rester sur ces terres. Alors, c'est une famille avec 6 enfants. Je vous ai mis les noms, mais on ne va pas les relire peut-être. Ils tiennent un manse libre. Donc,
Donc ça, c'est le texte. Hein. Donc on a une famille de 6 enfants, l'homme et la femme sont libres, ils sont sur un anse libre, mais ils sont qualifiés hommes de Saint-Germain. Et là, c'est très important, parce qu'en fait, on voit, ils sont libres, mais c'est des hommes qui appartiennent à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Alors, on continue. Alors, leur manse contient 5 bonniers de terre arabe, 4 arpents de vigne, 4 arpents et demi de pré. Leur manse, il fournit pour l'ost 4 sous d'argent. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ces paysans libres auraient dû participer à la guerre. Ils ne participent pas, mais en échange, ils doivent de fournir quelque chose en compensation. Alors, 4 sous d'argent, l'autre année 2 sous pour la livraison de viande, et la 3e année pour la livraison de fourrage, une brebis avec 2 agneaux. Ensuite, 2 nuits de vin pour le droit de paisson et 4 deniers pour l'usage du bois. Donc là, en fait, il s'agit des usages collectifs. Le droit de paisson, ce sera le droit de paître sur les jachères ou sur les terres une fois qu'elles ont été, que les récoltes ont été faites. Et 4 deniers pour l'usage du bois. Donc le seigneur a la propriété du bois et les paysans en ont l'usage. Et ils ont le droit de prendre du bois, mais déjà dans ce texte, cet usage n'est pas gratuit, c'est un usage qui est payant. Hein, c'est-à-dire que déjà, le bois a une valeur marchande, en quelque sorte. Ensuite, pour le charroi, une mesure de bois, 50 bardeaux. Donc ils doivent aussi fournir des matières premières artisanales. Et là, c'est souvent pour la fabrication des tonneaux, puisqu'on est dans une région productrice de vin. Alors, on continue. Ils labourent pour les blés d'hiver 4 perches et pour les blés de printemps 2 perches. Donc s'il laboure, c'est qu'on a un paysan qui est relativement aisé, puisqu'il a une charrue ou une arère. Si c'est une charrue, ça veut dire aussi qu'il a des animaux de trait. Entre parenthèses, ça évite au seigneur d'avoir du matériel, puisque c'est le paysan qui fournit en quelque sorte le matériel pour labourer les champs. Puis les corvées de bêtes et de bras autant qu'il lui est commandé. Et là, le autant qu'il lui est commandé, ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure. Et quand il n'y a pas de mesure, si on est au bon vouloir du maître, ça veut dire que ce paysan libre a presque le même statut que celui qui est serf, à qui on peut demander ce que l'on veut. Alors, il a presque le même statut parce qu'il est homme de Saint-Germain. Alors, on continue sur notre affaire. Il doit fournir 3 poules, 15 œufs, et il clôt 4 perches de pré. Alors, la clôture de ce pré, c'est pour 2 raisons. C'est le pré de fauche, c'est-à-dire que tant que le pré n'a pas été fauché, les paysans n'en ont pas l'usage, donc ils vont les clôturer. Puis une fois que la fauche a été faite, le terrain peut être occupé par le troupeau des paysans, et à ce moment-là, on enlève les clôtures. Et voilà. Voilà ce que doit donc ce paysan, libre et qui a une tenure qui est relativement importante. Alors, on continue la description. Adalgarius, esclave de Saint-Germain, et sa femme Colonne, nommée Herbold, homme de Saint-Germain. Ceux-ci tiennent un manse servile. Alors, ce qui est intéressant, en l'occurrence, c'est que Adalgarius est esclave et sa femme est Colonne. Donc il y a un déclassement en quelque sorte. La femme devient, de fait, va avoir le même statut que l'homme. Et on remarque que souvent les mariages se font dans ce sens. C'est-à-dire que c'est une libre qui va épouser une esclave et pas tellement dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire un homme libre qui épouse une esclave. Ensuite, je continue. Adouard, esclave, et sa femme esclave, nommée Guilgild, homme de Saint-Germain, ont avec eux 5 enfants. Ils tiennent un manse libre, voilà, alors qu'ils sont esclaves. Cela veut dire que tout d'un coup, le statut a moins d'importance. Et elle a moins d'importance parce que ces gens-là sont aussi des hommes de Saint-Germain. Donc en fait, quel que soit progressivement,
qu'on ait été libre ou qu'on ait été esclave chassé ou qu'on ait été serf, en fait, tout le monde va être réduit à la même condition. Il va y avoir une homogénéisation des conditions qui va être une homogénéisation par la dépendance. On devient des hommes de Saint-Germain. Voilà. Et quelles que soient en fait les différences, mais les différences elles vont quand même exister, ne serait-ce que par le fait que les terres, les tenures sont plus ou moins grandes et que les corvées attachées à une manse servile restent plus importantes que les corvées attachées à une manse libre. Alors un homme libre sur une manse servile devra plus de corvées qu'un homme libre sur une manse libre. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est vraiment cette idée, bon, je crois que vous l'avez compris, on va s'arrêter parce qu'il y a d'autres exemples, on pourrait continuer sur la multiplicité des exemples où vous avez disjonction entre le statut et le manse, et puis les exigences qui sont données au Seigneur. Alors, donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'ils deviennent hommes de Saint-Germain, quel que soit leur statut personnel ou leur statut social. Voilà. Donc là, on est bien dans cette seigneurie domaniale. Vous avez bien compris comment ça se passe. Bon. Alors maintenant, on va voir comment se met en place la seigneurie banale. Alors avant, je voudrais vous faire entendre quelque chose, j'espère que ça va marcher. Ça va ? Très bien. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais pas tarder, moi. La surdouée de la famille. Ah non, Odile, arrête. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Ah, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Je te l'ai dit, non ? Ah bon Mais une thèse sur quoi? Sur rien. Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Odile, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bon, bah alors vas-y, c'est quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai pas dit ça. Non. Au lac de Paladru. Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Pas comme lui. Tu sais, moi, je te demandais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein. C'est bien ce que j'avais compris. Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Je fais ce que je peux. Voilà, en fait, cette petite séquence, elle se trouve sur YouTube, et cette petite séquence, elle a été baptisée « Une thèse pour rien ». Voilà. Et en fait, ce lac de Paladru, donc les fouilles du lac de Paladru, c'est quelque chose qui a été très 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 important pour la connaissance de la mise en place de cette seigneurie. Et là, le document que je vous ai donné, c'est la reconstitution sur la gauche, c'est la reconstitution du site. Il y a 3 sites dans Paladru, c'est la reconstitution d'un des sites, le site de Coltière. Et puis à côté, vous avez le castrum de Châtelard qui est situé juste à côté du lac de Paladru aussi. Et je vais vous expliquer comment on est passé de l'un à l'autre, puis après comment on est passé au château et comment on est passé à la seigneurie banale. Voilà. Alors, ce site de Coltière du lac de Paladru, il est vraiment très... Alors, d'abord, le lac de Paladru, ça se situe dans les terres froides. Les terres froides, c'est près de Grenoble. Et c'est dans l'Isère et Drôme. Et c'est une région qui est une région vallonnée où il y a des étangs, il y a des lacs, il y a des forêts, il y a des prairies. Donc il peut y avoir une variété de mise en valeur à partir des ressources naturelles très très importantes. Dans cette région, au début du XIe siècle, enfin de manière générale au début du XIe siècle, il y a eu un moment de sécheresse et les eaux du lac de Paladru étaient très basses. Et donc, il y a des gens qui se sont installés, des paysans qui se sont installés au bord du lac de Paladru. Et puis, le changement climatique aidant, il y a eu beaucoup de pluie, plus le fait que ces paysans avaient exploité la forêt des collines qui dominaient le lac de Paladru. Les forêts disparaissant, les eaux de ruissellement se sont accumulées dans le lac, et les eaux ont monté et ont englouti les installations de ces paysans. Alors, les installations ont duré une quarantaine d'années à peu près. Alors, la grande chance pour les archéologues,
c'était que, en fait, ce site archéologique a été englouti par les eaux, donc a été protégé par les eaux. Et comme ça a été englouti, il n'y a aucune construction qui s'est faite dessus. Parce que la plupart du temps, des choses disparaissent parce qu'on reconstruit sur les sites. Et puis, il y a une quarantaine d'années, il y a des fouilles qui ont été faites dans le lac de Paladru parce qu'on voulait faire un aménagement. Et là, on a découvert ce site, et c'est des fouilles aquatiques qui ont été faites, qui ont été menées par M. Collardel et par l'équipe d'archéologues de Grenoble, qui a donc fait des découvertes vraiment très très intéressantes sur ce site. Alors, cette reconstitution que vous avez, c'est une ferme fortifiée. Cette ferme fortifiée, vous voyez que c'est suffisamment clair, les reproductions. Il y a 3 bâtiments. Un bâtiment central qui est un bâtiment d'habitation, un autre bâtiment qui était un bâtiment agricole, puis qui est devenu aussi un habitat d'habitation, un bâtiment d'habitation, et puis un tout petit bâtiment qui a gardé son usage agricole et artisanal. Alors, ces bâtiments sont situés au bord d'un lac. Donc, ce qui est en haut et qui brille un petit peu, c'est le lac. Et ce qui est de l'autre côté, donc, c'est la terre. Alors, ces gens sont venus s'installer à peu près au début du XIe siècle, et il y a des documents de l'évêché de Vienne qui laissent supposer qu'ils sont installés en 1003 et qu'ils ont dû partir en 1035. Donc, ça fait moins de 30 ans, en fait, enfin un peu plus de 30 ans que cette communauté est restée. On s'est demandé qui étaient ces gens qui se sont installés là, et en fait, dans quelles circonstances ils se sont installés. Alors, on pense maintenant que l'évêque de Vienne était en rivalité avec l'évêque de Grenoble, et que chacun se disputait la domination, l'influence sur cette terre. Et donc, pour pouvoir garder cette influence ou reconstruire cette influence, ils installaient des paysans sur des terres. Alors, la question qu'on s'est posée aussi, c'est de savoir si ces paysans, c'était des paysans libres et si les terres sur lesquelles ils s'installaient étaient leurs biens propres. Dans ce cas-là, ce seraient des paysans libres haletiers. Alors, qu'est-ce qui a fait que les historiens ont pu trancher sur cette histoire de ces paysans? C'est qu'on a retrouvé dans les fouilles, dans le grand bâtiment central, on a retrouvé plein de vestiges. Et dans ces vestiges, il y avait des bijoux, des jeux, des instruments de musique, et puis des harnais, des éperons et des armes. Donc ça voulait dire... Et puis après, on a retrouvé aussi du gibier, enfin des traces de gibier, mais des cerfs, etc. Donc le droit de chasse. Alors qu'à l'époque carolingienne, déjà, le droit de chasse était réservé et que les paysans, les simples paysans n'avaient plus le droit de chasser. Donc on a retrouvé du gibier. On a retrouvé aussi plein d'outils agricoles. Et puis après, on a retrouvé aussi des semences, alors des céréales. Et puis, dans les champs alentours, on a retrouvé des traces de haricots, de chanvre, de lin, etc. Donc, il y avait à la fois toutes les activités agricoles, plus la preuve qu'il y avait aussi des activités militaires, plus des distractions qui étaient des loisirs de l'aristocratie. Donc, à partir de ces fouilles, on a dit, ces gens qui se sont installés là, ce sont des paysans soldats, des paysans libres soldats, avec donc, pour le moment, aucune distinction qui était faite entre le fait de pouvoir combattre et le fait d'être paysan. C'est ce qu'on appelle, ce que j'ai marqué ici, les villanis caballarii, paysans et cavaliers en même temps. Ce qu'on va traduire très vite par chevalier, mais à cette époque, là, tout le processus de la chevalerie n'est pas encore tout à fait constitué. Il vaudrait mieux parler de cavalier. Bien, alors, le deuxième document, maintenant, il va nous aider à comprendre ce qui s'est passé.
que sont devenus ces paysans quand ils ont dû abandonner leur ferme fortifiée et ils ont dû donc s'installer ailleurs. Alors là, il y a deux possibilités qui ont été avancées par les historiens. Première possibilité, ils ont fait ce que font les paysans à cette époque, et c'est au Xe, XIe siècle que ça se met en place. Ils se sont installés dans des villages. Et on se rend compte que c'est à ce moment-là que se mettent en place les structures villageoises autour du cimetière. Le cimetière étant un des éléments fondamentaux de sédentarisation. Le cimetière, l'église, et donc les paysans se regroupent autour de cette église, de ce cimetière, pour former des villages. Autre solution, ils se sont peut-être installés dans ce qu'on voit juste dans l'autre document, donc le castrum de Châtelard, qui est immédiatement situé à proximité de ce site de Coltière. Et là, si vous regardez bien, vous avez à peu près la même disposition des bâtiments, un bâtiment central et deux bâtiments annexes. Simplement, on n'a pas retrouvé les mêmes choses dans ce domaine-là, dans ce site-là. On a retrouvé très peu de choses liées à l'agriculture. Donc ça veut dire que là, les gens qui se sont installés là, ils perdent leur statut de paysan et ils vont se spécialiser dans les armes. Et ça va devenir ces cavaliers qui vont devenir ensuite les chevaliers et qui vont être progressivement incorporés dans la cour du seigneur qui va, à ce moment-là, construire les châteaux qui vont dominer toutes ces petites fortifications qui se mettent en place à cette époque. Donc, au lieu d'avoir une ferme fortifiée comme ça, fortifiée certainement parce qu'on est dans un climat de violence et d'insécurité, on a une autre façon d'assurer la sécurité et la domination du territoire par ces castrats, ou le castrum ou ces castrats. Et dans la région, il y en a 120 qui ont été construits au début du XIe siècle. Et puis ces castrats vont disparaître et à la place va se construire un château. Et la géographie des villages qui se mettent en place à cette époque, ils sont très proches du château. C'est-à-dire que c'est toute la structure qui se met en place, le château, le village et la seigneurie. Et tout va ensemble en quelque sorte. Alors, nos paysans du lac de Paladru, est-ce qu'ils sont devenus paysans, restés paysans? Est-ce qu'ils sont devenus cavaliers? Est-ce que ce sont les descendants des seigneuries qui se mettent, des châtellenies, c'est-à-dire des seigneuries qui s'installent dans des châteaux au XIIe siècle? On ne le sait pas, ça. Mais si vous voulez, c'est un cas de figure qui montre en fait cette transition. Et alors, à ce moment-là, on a une division qui va durer pendant toute l'époque Moyen-Âge et toute l'époque moderne. J'ai du mal à parler. Une division entre les paysans, qu'on va appeler les rustici, ou les laboratores, et puis ceux qui combattent les bellatores, et qui va former l'aristocratie, et qui va former les seigneurs. Oui. C'est un détail, mais comment on explique qu'ils ont laissé tous leurs objets, tous leurs instruments sur place? C'est qu'ils ont dû en fait, bon, j'étais très, très brève, parce que ce qui est resté, ils ont emporté beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand on a reconstitué, on s'est rendu compte qu'il restait des fortifications et puis des bâtiments, à peu près ça de bâtiments, et puis tout ce qui aurait pu être conservé, qui était en bois, tout ce qui était structure importante, la charpente, les fenêtres, les portes ont été emportées, ont été démontées et emportées. On n'a pas retrouvé de charrue, on a retrouvé des pièces de charrue. Ça veut dire que ce qui était cassé ou ce qui fonctionnait plus ou moins bien est resté. Et en fait, le mouvement des eaux n'a pas été très rapide. L'inondation c'est pas fait tout de suite et les gens ont dû partir. Et ce qu'on a retrouvé, c'est des débris. Donc, quand je dis on a retrouvé des instruments aratoires, on a retrouvé un bout de charrue. Voilà.
Hein, et à partir de ce bout, si la charrue était restée, on aurait trouvé entière, conservée dans les eaux. Donc tous les débris, tout ce qu'on a retrouvé sont des débris. Donc ils ont emporté le matériel avec eux. Ouais, non, c'est important de le savoir. Donc en fait, ils ont prévu leur départ, hein, en quelque sorte. Hein. Voilà. Mais les choses, en fait, comme elles se font à peu près en même temps, c'est difficile de mettre un calendrier précis sur les événements. Et ça l'est d'autant plus que la formation des villages, on le sait que par supposition. Parce il est très difficile de remonter, de refaire l'archéologie des villages. Parce que les villages, à part quelques villages abandonnés, ces villages ont été en permanence habités. Par contre, l'archéologie des castrats, hein, c'est-à-dire des places fortifiées, des mottes fortifiées, là c'est plus facile parce que la plupart du temps, elles ont été abandonnées. Le seigneur récupérant ces paysans soldats qui se sont installés dans ces castrums pour faire partie de la cour seigneuriale et devenir en fait ce qu'on appelle les milites castrum, les soldats du castrum, qui vont devenir ensuite les soldats du château. Voilà. Donc le seigneur va accaparer une partie de ces paysans soldats qui ont pu rester soldats, hein, et qui vont les intégrer dans le système de la chevalerie. Il a pu y avoir une promotion sociale des alletiers. Hein. Ces alletiers, ils ont pu faire partie de cette catégorie des chevaliers qui vont s'inscrire dans le monde aristocratique, hein, avec des hiérarchies aussi. Et puis après, au XIe, XIIe siècle, les choses se remettent en ordre. Et il va y avoir une réorganisation administrative, une réorganisation autour d'une administration qui sera une administration, on va dire, les baillis, les sénéchaux, plein de systèmes administratifs qui se mettent en place, et va se reconstruire ensuite un système qui va aboutir à toute la féodalité telle qu'on la connaît, et puis ensuite à la monarchie absolue. Mais il y a un moment de délitement, hein, où il y a la place pour ce type d'organisation. Après, tout le travail que vont faire les rois de France, hein, ce sera de récupérer le pouvoir qu'ils ont perdu et qui a été accaparé dans un climat de violence par les seigneurs. Le petit seigneur local, et puis il y a la pyramide des seigneurs avec des pouvoirs qui sont plus ou moins importants en fonction de l'importance du domaine. Voilà. C'est bon ? Voilà pour notre... Donc vous voyez que ce lac de Paladru, c'est un élément très important dans notre affaire. Bien, alors, dernier point sur lequel on va revenir, le troisième point maintenant, c'est l'époque l'exemple de la révolte des paysans normands en 996, où là, on va essayer d'expliquer la résistance à l'imposition de ce nouvel ordre de seigneurie banale, c'est-à-dire d'accaparement des pouvoirs par les seigneurs au détriment des autorités, au détriment de l'État, on va dire, pour employer un mot qui est un peu anachronique. Alors là, on va se situer justement dans un moment, hein, où les choses pouvaient se passer, mais cette révolte normande, c'est une révolte où les paysans vont être vainqueurs, bien que le récit qui en est fait montre leur défaite. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé là. Alors cette révolte des paysans normands, elle est intéressante parce que c'est la première grande révolte des paysans connue, et c'est aussi parce qu'elle a été décrite de 3 manières différentes. Il y a trois documents qui nous renseignent sur cette révolte. Tous les documents sont postérieurs, hein, ne sont pas des témoignages de ce qui s'est passé. Donc il y a eu transmission avant même, mais on n'a pas tous les éléments de la transmission. Donc les textes, il y a le texte de Guillaume de Jumièges qu'on va étudier, le document 4, qui est un extrait de l'histoire des ducs de Normandie et qui a été rédigé en 1071. Puis on verra le document 5, qui est l'extrait de l'histoire anonyme de l'abbaye de Fécamp, qui est faite 20 ans plus tard.
Et ensuite, on verra le poème de Vasse, qui a été écrit, lui, en 1160, donc presque 200 ans après les événements. Et ça sera intéressant de voir la lecture qu'on peut faire du même événement 200 ans après, donc une lecture qui sera à ancrer dans l'actualité de ce qui se passe au XIIe siècle. Alors, l'histoire donc de cette révolte des Normands vue par Guillaume de Jumièges. Donc c'est une histoire officielle. Guillaume de Jumièges est ce qu'on appelle un chroniqueur. Bon, c'est un ecclésiastique, comme la plupart du temps, et qui va écrire la grande histoire des ducs de Normandie. Tandis que Richard II prodiguait en abondance les richesses d'une si grande honnêteté, au premier temps de son jeune âge, il commença à croître dans le duché normand la semence d'une division mortelle. Alors oui, juste une petite parenthèse avant, c'est que le duché de Normandie, c'est un duché qui doit rendre hommage au roi de France, et il a été créé par un accord entre le roi et les envahisseurs normands, au traité de Saint-Clair-sur-Epte, au début de, tout le monde le sait ça, au début du Xe siècle, où pour stabiliser les Normands et pour finalement empêcher qu'ils continuent de faire leur raid sanguinaire pas sanguinaire, moins sanguinaire que de pillage dans la vallée de la Seine, la vallée de la Loire, le roi de France a décidé de leur donner des terres, donc c'est le duché de Normandie, et le duc de Normandie doit hommage au roi de France. Donc le souverain de la Normandie, c'est le duc de Normandie. Ce fameux duc de Normandie va ensuite devenir roi d'Angleterre, puisqu'il va faire la conquête de l'Angleterre en 1066, etc. Donc au début de notre histoire, il s'agit seulement du duc de Normandie. Et là, on est en 996, c'est UKP, puisque c'est qui t'a fait roi, c'est UKP. Ah, mais alors, sur Saint-Clair-sur-Epte, je crois que c'était à un moment donné d'interruption de... Je vais te dire une bêtise, je cherche, il me semble que c'est Eudes, mais j'en suis pas sûre. Quelqu'un sait? Eudes, c'est Eudes, oui, c'est ça, qui a signé le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Bon, alors, je reviens à notre histoire. Alors, il commence à accroître dans le duché normand la semence d'une division mortelle, car les paysans, donc dans le texte original c'est Rustici, des différents comtés de la patrie normande, d'un même mouvement se rassemblèrent en d'innombrables conciliabules, décidant de vivre selon leur plaisir et d'user de leurs propres lois, tant pour le revenu des forêts que pour l'exploitation des cours d'eau, sans se soucier du droit établi auparavant. Pour imposer ces principes, chaque groupe de cette foule en furie envoya 2 députés à l'Assemblée générale qui devaient se tenir au cœur du pays pour ratifier ces décisions. Lorsque le duc l'apprit, il envoya le comte Raoul avec une multitude de combattants, ces fameux milites donc, pour réduire cette férocité campagnarde et disperser l'Assemblée des paysans. Sans s'arrêter aux ordres, sans attendre, ce dernier s'empara aussitôt de tous les députés et de bien d'autres avec eux, leur fit trancher mains et pieds et les rendit impotents à leurs proches. Ceux-ci s'abstinrent désormais de tels actes et la crainte de subir un sort pire encore les rendit plus prudents. Les paysans instruits par l'expérience, oubliant leur assemblée, retournèrent en hâte à leur charrue. Vous verrez que c'est plus féroce encore, ce qui est décrit dans les textes précédents. Entre parenthèses, quand on s'en prend vraiment au corps des gens, et qu'on leur coupe les pieds, etc., les mains, ou les oreilles, c'est vraiment les peines que l'on infligeait aux esclaves. Donc, bon, ça c'était le châtiment corporel de cette violence, c'était vraiment un signe d'infamie qui était un châtiment propre aux esclaves. Ça veut dire que, vous voyez, même si, on est encore dans un entre-deux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait d'après ce texte? La date, donc on est au début du règne de Richard II, en 996. Les motifs, c'est le droit d'usage de la forêt et des cours d'eau. La forme, alors ça c'est très très intéressant, les paysans ils tiennent des assemblées.
hein, et ils vont élire des députés et ils vont faire une espèce de fédération de paysans en révolte. 2 députés par assemblée. Et ce qui veut dire qu'il y avait une solidarité au sein même de chaque village et qu'il y avait une solidarité entre les villages pour que ça se constitue. On n'en sait pas plus, mais on peut le supposer. Donc, hein, voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on sait que quand il y avait un litige entre les seigneurs et les paysans, il y avait une possibilité d'aller en justice. Et dans ce cas-là, la communauté villageoise élisait 2 d'entre eux pour aller en justice. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion entre quelque chose que les paysans auraient voulu faire, c'est-à-dire une procédure pacifique pour garder les droits d'usage sur les forêts et sur les eaux, ou est-ce que les paysans ont adopté les usages qu'ils avaient de déléguer des gens pour organiser leur révolte? Voilà. Alors, là, on sait qu'il y a eu révolte, donc on a décalqué en quelque sorte ces structures qui existaient déjà pour organiser cette révolte. Et par contre, vous voyez que dans ce texte, il n'y a aucune violence qui est signalée de la part des paysans. On dit simplement qu'ils se sont rassemblés, hein, pour garder leur usage. Par contre, la répression a été féroce. Bon. Deuxième texte maintenant. Le texte de l'histoire anonyme de l'abbaye de Fécamp. Donc celui-ci, il a été rédigé en 1090. Et c'est à partir de sources qui avaient été conservées dans le monastère de Fécamp. Et le monastère de Fécamp, c'était un petit peu les archives de la Normandie. Et il y a énormément de documents qu'a pu avoir l'anonyme de l'abbaye de Fécamp lorsqu'il a rédigé ces textes. Alors peut-être qu'il a eu d'autres documents que ne pouvait pas avoir Guillaume de Jumièges quand il a écrit ce texte, mais il ne l'a pas écrit aussi dans le même but. Alors voilà ce qu'il est dit. Richard II, fils de Richard Ier, lorsqu'il reçut le duché sur toute la Normandie, au début de son règne, contint par sa prudence ces Normands révoltés, les vaincus heureusement, et par sa puissance les ramena et les soumit aux coutumes du joug paternel. Ayant calmé ces soudaines séditions de ses citoyens, apaisé et réconcilié les régions environnantes par l'image de la probité paternelle, l'illustre duc Richard commença de resplendir, étendant toujours plus loin dans les diverses parties du monde les flammes ardentes de ses vertus. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire l'éloge du duc, qui devient duc, donc juste après, on signale qu'il avait un père extraordinaire, son père meurt et il devient duc. Et là, hop, c'est le moment de la succession. Moment de succession, moment de faiblesse. Les seigneurs, les comtes, etc., essayent de profiter du moment de faiblesse, au moment de la succession, pour prendre leur autonomie par rapport au duc de Normandie et pour amplifier leur exploitation sur les paysans, profitant donc de cette faiblesse pour remettre en cause les droits d'usage que les paysans avaient sur les forêts et sur les eaux. Alors, si vous comprenez bien ce que je vous dis. Quand on dit les Normands révoltés, c'est forcément les seigneurs? C'est les seigneurs parce qu'il les a appelés citoyens. Ah. Voilà. Et s'ils ne les avaient pas appelés citoyens, on aurait dit que c'était, on les aurait appelés rustiquis, vilains, etc. Et puis après, bon, je vous ai donné qu'un tout petit extrait, mais après, il s'est développé que c'est les seigneurs. Mais je vous ai donné cet extrait, effectivement, parce qu'il y avait aussi la sédition de ces citoyens. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait en quelque sorte une double révolte. La révolte des seigneurs contre leur duc et la révolte des paysans contre ces seigneurs, et non pas contre le duc, les seigneurs qui voulaient imposer le système banal et renforcer le système seigneurial. Voilà. Donc, le conflit entre... Comment il s'est terminé, ce conflit entre les paysans et les seigneurs d'une part, et le duc d'autre part, et entre les seigneurs et le duc? Bon, c'est un petit peu complexe, mais c'est très très intéressant. Le duc
a dit que les paysans ne seraient jamais, les paysans normands, ne seraient jamais des serfs. C'est-à-dire qu'il a garanti aux paysans normands leur liberté. Ils ne rentreront jamais dans le système domanial, avec la servitude. Ils rentreront dans un système domanial en tant que libres, mais jamais sous la forme de la servitude. Première chose. Deuxième chose qui a été garantie, le droit d'usage sur les forêts. Par contre, il y a des concessions qui vont être faites aux seigneurs, et en particulier le droit d'usage sur les eaux, qui vont être gardés aux seigneurs. Ce droit d'usage sur les eaux étant très très important, parce que sur les eaux, on construit les moulins, et le seigneur veut garder la maîtrise, le monopole des moulins. Mais les paysans, ils ont gagné quand même quelque chose de fondamental, c'est l'usage des forêts et ce non-asservissement. Donc on peut dire que leur révolte, ils ont gagné dans cette affaire. Mais ça ne sera jamais reconnu. Et on va lire maintenant le poème de Robert Wass, où on verra la version qui est donnée 2 siècles après, où on reste dans l'idée que les paysans ont été vaincus dans cette affaire. Excusez-moi, juste avant, non, on va d'abord lire le poème, puis après je vais vous expliquer autre chose. Voilà. Donc le roman de Wass du XIIe siècle. Alors, n'avait encore guère régné, ni duc guère n'avait été. Donc là, on se situe bien, c'est toujours la même chose, au début du règne de Richard II. Quand au pays monte une guerre qui dut grand mal faire à la terre. Les paysans et les vilains, ceux du bocage et ceux du plein, ne sait par quel entichement, ni qui les mue premièrement, par 20, par 30, par 100, ont tenu plusieurs parlements, la devise vous conseillant, notre ennemi, c'est notre maître. Ils en ont parlé en secret, et plusieurs l'ont entre eux juré que jamais par leur volonté n'auront de seigneur ni d'avoué. Donc, au début du règne, les paysans se révoltent, ils font une conjuration, un appel à la révolte, et on voit bien ici qu'ils s'en prennent à la seigneurie, et non pas au duc, vraiment à la seigneurie. Tous les jours, leurs bêtes sont prises. Alors là, c'est toutes les revendications, en quelque sorte, des paysans. Tous les jours, leurs bêtes sont prises pour les aides et les services. Tant il y a plaintes et querelles, coutumes vieilles et nouvelles. Alors là aussi, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui est dans l'exploitation, ça provoque une révolte. Coutumes vieilles et nouvelles ne peuvent une heure être en paix. Sont chaque jour cités en plaies, c'est-à-dire procès ici. Plaies de monnaie, de forêt, plaies de corvée, plaies de guet, plaies de chemin, plaies de clôture, plaies d'hommage, plaies de mouture. Il s'agit donc des moulins, avec le moulin, l'usage du moulin qui va rentrer dans les banalités, ce que les seigneurs imposera, le four banal, le moulin banal, le pressoir banal, c'est-à-dire l'obligation pour les paysans de se servir ensuite du moulin du seigneur. Plaies de fauteuils, plaies de querelles, plaies d'aides, plaies de gabelles, tant il y a prévôts et bedeaux, tant de baillis vieux et nouveaux, qui n'ont pas une heure en repos. On leur met tant sur le dos qu'ils ne peuvent gagner leur cause, chacun tire d'eux quelque chose. Donc les seigneurs ont profité de cet espace pour mettre en place essayer de mettre en place la seigneurie banale, accaparer les juridictions, accaparer la justice. Alors, il y a un petit peu de décalage, puisque ce texte est au XIIe siècle. On insiste beaucoup là-dessus, parce qu'un des enjeux du XIIe siècle, ce sera d'échapper à la seigneurie banale et d'échapper à la justice seigneuriale. Donc, ici, c'est quand même une lecture du XIIe siècle de ce qui se passe. Fils de putain, nous dire entendons. Le mépris, toujours, de ce monde paysan. Pourquoi nous laissons-nous manger? Mettons-nous hors de leur danger. Nous sommes hommes comme ils sont, avons tous membres comme ils ont, et tout aussi grand corps avons. Et tout autant souffrir pouvons. Le courage nous manque seulement. Unissons-nous par le serment, nous et nos pouvoirs et nos avoirs défendons. Et tous ensemble nous tenons. Avons bien contre un chevalier 30 ou 40 paysans, maniables et combattants. Piteux seront si 20 ou 30 jeunes gens de belle prestance, qui seuls ne s'en pourraient défendre, ensemble ont vouloir de les pendre. À coups de massues, d'épieux, de flèches, de bâtons, de pieux, de haches, d'arcs et de gisarmes, de pierres pour qui n'aura pas d'armes, par le nombre que nous serons, des chevaliers nous défendront.
Alors, il faut bien imaginer que les gens du XIIe siècle, ils entendent ça, c'est un document qui a pour but de faire peur quand même. Qu'est-ce que c'est que ces sauvages de paysans, hein? Ainsi, alors, une fois qu'on en est venu à bout de ces seigneurs, ainsi pourront aller au bois, trancher arbres à notre choix, au vivier prendre les poissons, dans les forêts la venaison, de tous feront nos volontés par les bois, les eaux et les prés. En fait, on a un petit paragraphe qui concentre les revendications des paysans concernant tout ce qui est les communautés paysannes sur les droits d'usage. Par ces dits et par ces paroles, et par d'autres encore plus folles, ont marqué leur assentiment et se sont jurés par serment qu'ensemble tous se tiendront et ensemble se défendront. Ont élu ne sait où quand les plus adroits, les mieux parlants, qui par tout le pays iront et les serments recueilleront. Alors là, les plus adroits, les mieux parlants, je trouve que ça fait, à mon avis, allusion aux élites paysannes, hein, qui peuvent se dégager, peut-être aussi orchestrer, avec l'idée que les communautés paysannes, ce n'est pas des communautés d'égaux quand même, mais quand il y a un péril, eh bien la communauté se ressoude face à ce péril. Alors, assez tôt, Richard entend dire que vilain commune faisait, de ses droits le dépouillerait, lui comme les autres seigneurs qui ont vilain et vavasseur. Alors, que les vilains communes faisaient, ça c'est une vision du XIIe siècle. À la fin du Xe, il n'y avait pas de commune. Hein, c'est-à-dire que là, les communautés villageoises se sont constituées en communes, et là c'est une lecture du XIIe siècle sur ce qui se passe au Xe. Et on voit toutes les préoccupations donc de l'auteur du XIIe. On y reviendra sur cette transformation des communautés en communes. Raoul s'emporta tellement qu'il ne fit pas de jugement. Les fit tous tristes et dolents. Alors Raoul, c'est un parent de Richard qui a pris des initiatives de son propre chef, et en fait les initiatives, c'est en fait dans le contexte de la querelle entre seigneurs et ducs. Raoul ne voulant s'émanciper de la tutelle du duc. Alors, Raoul s'emporta tellement qu'il ne fit pas de jugement, les fit tous tristes et dolents, à plusieurs arracher les dents, et les autres fit empaler, arracher les yeux, point coupés, à tous firent les jarrer au retire, même s'ils en devaient mourir. D'autres furent brûlés vivants ou plongés dans le plomb bouillant. Les fit tous arranger, hideux furent à regarder, ne furent depuis en lieu vu qu'ils ne fussent bien reconnus. La commune est réduite à rien, et les vilains se tinrent bien, se sont retirés et démis de ce qu'ils avaient entrepris, par peur devant les conjurés qu'ils virent morts ou torturés. Mais les riches se rachetèrent et de leurs bourses s'acquittèrent. On ne leur laissa rien apprendre, d'autant qu'on put, on les fit rendre. Tel procès firent leurs seigneurs qu'on put en faire de meilleurs. Il y a un traitement différent, hein. Les pauvres on les tue, les riches on les rançonne dans cette révolte. Ça veut dire qu'il y avait aussi les élites paysannes qui s'étaient soulevées. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans le texte de Vaz comme dans l'autre, hein, il y a une escalade de cette violence et de cette répression. Hein. Alors pourquoi avoir fait cette escalade de la répression? Eh bien, les historiens pensent, quand ils analysent ce texte, qu'en fait c'est une répression par le texte. Parce que, bon, évidemment, il y a eu une répression qui n'a jamais eu cette ampleur. Mais si on veut dire que les paysans avaient tort et que leur initiative devait être réprimée, elle devait être réprimée férocement, donc on va inventer toute une série de châtiments, hein, qui est en quelque sorte une victoire a posteriori des seigneurs, mais sur le papier par rapport à ces paysans qui ont gagné, hein, sur certains points dans cette révolte. Il y a un autre texte qui date de la même époque où on voit un seigneur qui, lui, va être puni. On est dans la mise en place de la seigneurie banale, un texte qui est de l'anonyme de Fécamp, où il imagine des aveux qui sont faits par des gens qui sont au paradis, qui sont quand même allés au paradis, mais c'est le défilé des aveux, en disant voilà ce qu'on a dû endurer comme châtiment,
avant d'arriver au paradis. Et il y a un seigneur qui, au moment de la minorité, cette fois-ci, de la succession de Richard II, le même scénario s'est reproduit. Les seigneurs ont essayé de mettre en place, de revenir à nouveau sur les acquis des paysans. Et il y a un seigneur qui arrive comme ça, avec une barre de fer dans la bouche, une barre de fer rougie dans la bouche, en disant voilà le châtiment que j'ai eu. J'ai eu cette barre de fer dans la bouche. Pourquoi j'ai eu cette barre de fer? Cette barre de fer, c'est une pièce essentielle au fonctionnement des moulins. Et j'avoue que j'avais prêté de l'argent à la personne qui avait reçu en tenure ce moulin. Je lui avais prêté de l'argent. Et puis j'avais prêté de l'argent à 2 paysans indépendants qui avaient leur propre moulin. Ils n'ont pas pu rembourser le moulin. Je l'ai saisi. Et désormais, le moulin m'appartient. Et les paysans sont obligés d'aller moudre leurs grains dans mon moulin. Alors, ils ne racontent pas tout à fait comme ça l'histoire, mais c'est à peu près ça. Donc, il est puni par le bout de fer, et ce bout de fer, qui était indispensable au fonctionnement de la roue. Quand on l'enlevait, le moulin ne pouvait plus fonctionner, et tant que cette pièce n'était pas rendue, c'est-à-dire tant que le paysan n'avait pas payé sa dette, le seigneur gardait cette pièce. Voilà. Et l'anonyme de Fécamp dit ben voilà ce que les seigneurs étaient en train de faire aux paysans. Ils étaient en train de mettre en place le monopole, en quelque sorte, des moulins. Et mettre en place les banalités qui seront le propre des seigneuries banales. Voilà. Alors, je voulais dire encore une dernière petite chose, parce que ça me semble très très important pour comprendre la suite, c'est l'origine du mot forêt, parce que là on voit toujours l'usage des forêts, les forêts reviennent en permanence. Forêt, ça vient d'un mot, le terme qui permettait de désigner la forêt, avant c'était silva. Et le terme forêt, ça vient de afforestation. L'afforestation, ça veut dire de mettre un territoire en usage exclusif, de réserver le territoire à quelqu'un qui allait en user que pour lui. Les premières fois où ce terme afforestation arrive, est utilisé, c'est au moment où Charlemagne, qui est un grand chasseur, décide de se réserver à son propre usage de chasse des forêts. Donc on dit qu'il a mis en forêt la silva. Et après il y a eu glissement, c'est-à-dire ce qui était la sylve, la forêt en latin, est devenu forêt, parce qu'au terme de forêt était lié en fait dans la conscience, enfin dans la mémoire des gens, dans l'utilisation de ce mot, le fait qu'il fallait se battre pour garder l'usage de la forêt et que cet usage était en permanence remis en cause par les accaparements et par toute une série de possibilités qui étaient données aux seigneurs de pouvoir se réserver exclusivement cette forêt. Voilà, j'ai terminé ce... Alors, je crois qu'il y a des questions à poser, mais j'aimerais donner la parole à quelqu'un qui a travaillé sur, si vous voulez bien. On commence par le... Vous voulez expliquer ce que vous avez fait comme travail? Je veux bien, mais ça fait faire un bond de 800 ans, si vous voulez. Alors moi, j'ai travaillé pour la fac. C'était un travail plutôt en histoire, sociologie, sur l'idée de mémoire et d'oubli. Et mon thème s'est porté sur un petit village de l'Aude, d'où vient ma famille, qui s'appelle Kounouzou, dans lequel il y a eu une révolte paysanne, et qui a donc amené les villageois à se révolter plusieurs fois. Mais vraiment, c'est sur la fin, c'est 1894-1904. Vraiment, l'événement se trouve à partir de 1904, c'est vraiment l'apogée de cette histoire-là. Et alors voilà, il y aurait plein de choses à dire, je ne sais pas trop par où commencer, ni quoi raconter, mais en gros, eux se sont révoltés parce que donc il y avait, avant la Révolution française, je crois que c'était plutôt une seigneurie domaniale qu'ils avaient, et donc ils étaient
autour du village, il y a le territoire de ce village était d'environ 3000 hectares et il appartenait à un seigneur qui avait des forges dans les villages un peu plus bas, et donc les villageois avaient le droit de vivre là, de couper du bois, d'amener leurs animaux paître sur tout ce territoire. Et ils travaillaient aussi donc, pour le seigneur, donc couper du bois, travailler dans les forges, tout ça. Et en fait, c'est avec la Révolution française, je crois que c'est 1794, où il y a un changement dans la loi par rapport à la propriété privée, donc qui bannit tous les anciens devoirs féodaux des propriétaires, qui leur dit que à partir du moment où ils sont propriétaires d'un certain terrain, ils sont plus obligés de laisser passer les paysans s'ils doivent aller quelque part, ou de leur laisser couper du bois, ce qui était le cas pour eux. Et donc ils sont déjà au milieu du 19e, ils se sont déjà révoltés une première fois et ça a fini dans le sang. Et 1800, bon, il y a plein de péripéties entre temps, mais 1894, l'aristocrate qui était le propriétaire de cette forêt meurt, et donc l'héritier la vend à un industriel parisien qui lui ramène donc cette histoire de Révolution française sur le devant de la scène, et il dit c'est marqué, j'ai le droit de faire ce que je veux avec cet endroit-là, et vous n'allez plus dans la forêt. Donc vous n'allez plus amener vos bêtes, vous n'allez plus couper le bois. Et les villageois ont continué à faire ça. Ils ont eu plusieurs procès auxquels ils se sont souvent pas rendus. Et alors en 1904, ils se sont déclarés communes libres. Parce qu'en fait, ça a commencé, ils ont refusé, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'ils refusaient de payer les impôts et qu'ils continuaient à faire ce qu'ils voulaient un peu dans la forêt. Et on leur mettait toujours des procès. Et on a même interverti les gardes forestiers du village avec ceux du village voisin, pour pas qu'il y ait d'affinité. Mais comme ça, les personnes les gardes forestiers de ce village, donc de l'autre village, pouvaient les contrôler plus aisément. Et voilà. Donc c'est bien qu'ils ont mis feu à la maison des gardes forestiers, mais on ne sait pas qui c'est qui a fait ça, parce qu'ils ont prêté serment tous de garder le silence et de rester solidaires. Ils se sont déclarés communes libres, et ils ont réussi à importer pas mal de fusils au village, parce que justement il y avait eu vers 1830, 1840, quand il y avait eu la première répression très sanglante, ils n'étaient pas du tout armés, ou très peu. Et donc là, ils ont dit, on prend les fusils avant, comme ça, s'ils viennent, on saura les recevoir. Et en fait, ça a commencé à s'ébruiter un peu partout en France, ça s'est entendu dans les journaux. Il y a des chanteurs de cabaret qui ont fait des chansons sur eux en disant qu'ils ne voulaient pas payer l'impôt, ça s'est entendu jusque dans les colonies, des gens qui disaient qu'il fallait un peu suivre leur exemple. Et donc le Premier ministre, en voyant que ça commençait à s'ébruiter, à réveiller un peu des choses partout, a décidé à demander au préfet de trouver une solution pour arranger ça. Et donc le préfet a trouvé un autre industriel qui était déjà dans le bois, qui s'est proposé de racheter la forêt donc, à l'industriel qu'il avait acheté en 1894. Et cet homme leur a donc acheté la forêt, il leur a proposé un contrat qui était de travailler pour lui pendant 30 ans, gratuitement, quasiment gratuitement, et qu'ils auraient donc la propriété de la forêt après ça. Donc ils se sont constitués en syndicat, et ils ont monté le syndicat avec une part par famille, en indivision, donc 90 parts. Et donc au bout de 30 ans, après la Première Guerre mondiale, après un grand nombre de gens qui partent parce que la vie est difficile en montagne et tout ça, ils se sont retrouvés avec la propriété de la forêt, mais après 30 ans d'exploitation énorme, d'exploitation intensive, qui fait qu'en fait, ils se sont retrouvés avec une forêt quasiment décimée.
Donc ils étaient propriétaires de quelque chose, mais qui ne pouvait plus leur servir en fait. Qui ne pouvait plus vraiment leur servir parce que déjà le village s'était beaucoup vidé et en plus c'était plus une forêt rentable ou au moins qui leur permettait de vivre décemment. Et donc ce syndicat existe toujours, encore aujourd'hui. Il est toujours propriétaire de cette forêt, mais aujourd'hui il y a, je crois, entre 300 et 350 personnes sur 90 parts. Et voilà. Donc je fais vraiment très grossier, je pourrais faire plus, mais c'est un peu difficile là comme ça. Ouais. Mais c'est intéressant de voir, en fait moi ce que je trouve très intéressant c'est de voir d'une part la permanence des conflits d'usage et des structures qui restent, parce qu'en fait cette aristocratie foncière, elle a survécu à la Révolution française où elle s'est reconstituée. Donc ça, et elle utilisait les mêmes types d'arguments au 19e qu'au moment de la Révolution française ou à l'époque que j'étudie là dans l'introduction. La lutte pour les droits d'usage est le même. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est la conception qu'on peut avoir d'un bien, c'est-à-dire à partir du moment, et ça c'est vraiment le problème actuel des forêts, à partir du moment où la forêt devient un objet est marchandisé en quelque sorte, puisque là, avec le seigneur qui utilise ses forêts pour ses forges, et ça c'est vraiment un phénomène de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, la forêt a une autre valeur. Elle n'a pas la valeur qu'elle avait dans cette espèce d'équilibre qu'il pouvait y avoir dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie paysanne, où il y avait un équilibre entre les terres cultivées, les terres en friche et la forêt. La forêt est devenue un objet d'exploitation, en quelque sorte. Dans la phase industrielle, oui. Alors après, il y a eu plusieurs fois des attaques sur les forêts, peut-être qu'on sera amené à... Mais c'est intéressant, cette l'histoire du droit de propriété à partir de la Révolution française. Oui. Il semblerait que cet élément-là a aussi mis un peu la zizanie, là. Enfin, oui, en fait, on va y revenir en détail sur cette histoire de... Mais là, en fait, le droit romain, il est fondé sur la propriété absolue. Avec la disparition de l'Empire romain, les grandes invasions, etc., il y a ce droit de propriété absolue disparaît. Et il y a toujours, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, la propriété directe éminente, et puis les droits d'usage. Voilà. Et même ce qu'on appelle maintenant le faisceau de droit sur un même bien. Voilà. Et effectivement, la Révolution française va inscrire dans la Déclaration des droits de l'homme le droit de propriété et dans le Code paysan le fait que la propriété est absolue et que tout ce qui vient de la terre est aussi propriété absolue. C'est-à-dire qu'un seigneur, un propriétaire, n'importe lequel, ça peut être aussi un bourgeois qui a acquis des terres, est propriétaire de la terre, il est propriétaire de la récolte. Et comme il est propriétaire de la récolte, il peut faire aussi ce qu'il veut de cette récolte, c'est-à-dire la vendre, la stocker, etc. Cette propriété allant même contre un droit qui va être affirmé dans la Révolution, c'est ce qui va faire tension, le droit de subsistance. Est-ce que le droit de propriété doit l'emporter sur le droit de subsistance? Mais en fait, ce qui est réaffirmé, ce qui va être réaffirmé, c'est le droit de propriété absolue. C'est intéressant de savoir pourquoi la Révolution française a inscrit ça dans la déclaration. Voilà, là on va y réfléchir ça en détail. Quoi oui, mais bon. Voilà. Est-ce que la propriété est un droit naturel ou est-ce que c'est un droit créé par la société, par quel type de société, etc. Enfin voilà, c'est tout le débat du XVIIIe et du XIXe siècle qu'on va aborder un petit peu. Enfin, j'espère que je vais y arriver parce que c'est assez complexe comme histoire. Après, il y a dans l'histoire de la propriété, il y a le niveau de la propriété. Parce que le débat va être aussi sur est-ce que c'est la grande propriété qui est interdite et est-ce qu'au contraire, le petit paysan propriétaire ne pourrait pas être un idéal social. Ça aussi, ça a été discuté. Ça pose question aussi.
Vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions? Moi, c'est par rapport au nom que tu donnes, je trouve intéressant parce que justement dans les Pyrénées, le village qui s'appelle Aleux et dans le centre de la France, il y a beaucoup de villages qui s'appellent Carros, Oui. Donc, Oui, alors, oui, en fait, il y a des îlots entiers de territoires enfin, qui échappent au schéma que je vous ai donné. Ce schéma, il est vraiment valable, on va dire, pour 80% du territoire français, et il est valable en particulier pour les grandes régions productrices. Par exemple, tout le bassin parisien fonctionne comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a des îlots, par exemple, dans le Massif central, ou dans les Pyrénées, en Ariège, dans les régions de montagne en particulier, où les communautés villageoises se sont organisées de manière beaucoup plus étroite et ont pu beaucoup mieux résister parce que les contraintes sont très très fortes et que forcément ces communautés sont soudées. Et donc l'emprise seigneuriale a été moins importante. Les régions de frontières aussi, où les Aleux sont restés parce que finalement c'était intéressant d'avoir des paysans libres sur les frontières pour défendre les territoires. Enfin, il y a plein de situations comme ça qui sont... Mais pour la grosse majorité, c'est le phénomène, enfin pour oui, plus de 80% du territoire, c'est le phénomène que j'ai décrit. Alors, ce système de seigneurie banale et seigneurie domaniale, il est emboîté. Hein. Moi, pour la commodité de la chose, j'ai séparé seigneurie domaniale et seigneurie banale. J'ai séparé parce que chronologiquement, la seigneurie banale vient après la mise en place de la seigneurie domaniale. Mais en fait, la plupart du temps, le seigneur banal était aussi propriétaire des terres sur lesquelles il exerçait son pouvoir. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait, le seigneur était à la fois le maître des hommes et le maître des terres, l'un renforçant le pouvoir de l'autre. Là, c'est pour un peu les... Quand il y a des co-seigneuries, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, comme ça, je ne vois pas vraiment. Mais par exemple, un paysan pouvait être tenancier dans un domaine et tenancier dans un autre. Hein, donc, bon, je sais pas ce que ça veut dire co-seigneurie. Je ne connais pas cette expression. Tu l'as rencontrée où? À propos de mon village, où il y a apparemment, dans mon âge, il y a eu une co-seigneurie entre le seigneur de Barge et le seigneur de Saint-Louis. Donc ils étaient deux à se partager le pouvoir sur le village. Mais j'ai cherché la couleur, ça va pas le coup. Je sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, mais je ne réponds pas vraiment à ta question, mais à un moment donné, il y a des paysans enrichis qui ont essayé de rentabiliser leur exploitation, et pour ça, ils ont pensé que, tout en étant tenanciers, ils ont pensé que ça serait mieux s'ils pouvaient regrouper des terres ou avoir plus de terres. Et quelquefois, ils étaient tenanciers de plusieurs seigneurs. Hein. Mais je ne pense pas que ça... Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y avait un des deux seigneurs, lequel, qui avait besoin d'argent. Il avait vendu une partie. Ah oui, mais ah oui, alors ça se fait couramment. Parce que les seigneurs, ils sont... Quand je vous ai dit qu'il y avait l'histoire de rente, les seigneurs, ils sont toujours à court d'argent. Hein, voilà. Parce que bon... Le petit seigneur, les petits seigneurs qu'on va trouver en Vendée, dans les marécages de la Sologne, etc., ils vivent très chichement. Hein, les trois mousquetaires, vous voyez, vous avez toute cette histoire qui est vraie. Donc ces seigneurs qui vivent chichement, ils sont quelquefois endettés et ils vendent une partie de leur seigneurie à un autre seigneur. C'est souvent le cas. Hein. Donc... Et puis après, les grands seigneurs, ils vivent au-dessus de leurs moyens aussi, parce qu'il faut tenir son rang. Hein. Voilà. Oui. Ce que tu as dit sur les territoires de chasse, ça me fait penser, ma mère est originaire d'un village de la vallée de la Royale, dans le Col de Temps. Et cette partie appartenait au comté Piémont-Savoie. Et quand ils ont rattaché Nice à la France,
le roi d'Italie, c'était le roi d'Italie, il a demandé que ces terres plus haut de la Haute-Roya, c'était ces territoires de chasse, il a demandé qu'elles restent italiennes. Et il a eu l'obtention qu'elles soient restées italiennes. Donc quand tout le reste est devenu français avec le rattachement de Nice, eux ils sont restés italiens. Et c'est marrant parce qu'ensuite il y a eu les guerres et tout, et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle a voulu récupérer parce qu'il y avait toute l'eau qui descendait, il y avait les usines hydroélectriques. Donc ils ont demandé de faire un référendum, ils ont voté pour le rattachement à la France. Mais le truc pourquoi c'était resté italien, c'est parce que c'était des grands domaines de chasse. Donc la République leur avait laissé le droit à son domaine de chasse. Le roi Emmanuel. Dans le poème que je vous ai lu, il y a une phrase que je trouve très belle quand les paysans disent « Nous sommes hommes comme ils sont et tout autant souffrir pouvons, etc. » Et en fait, dans les révoltes des paysans, il y a souvent cette idée qu'on lutte aussi, bon, on va voir, pour sortir de la servitude, hein, parce qu'il y avait toute une série de mauvais usages qui étaient liés à cette servitude. C'est les exemples qu'on verra la prochaine fois de révolte des paysans. Mais ils se battent aussi pour leur dignité. Hein, et le fait de s'affirmer homme comme les autres, ça fait partie, hein, du vocabulaire de la révolte aussi. On s'arrête là, à la semaine prochaine alors. Merci.